Surpris par la nuit, reconnaissance à Jules Laforgue par Mathieu Bénézet, réalisation Anne Fleury. À propos de la parution aux éditions Fayard de la biographie de Jean-Jacques Lefrère. Crépuscule de mi-juillet, 8 heures. Après un temps d'averse pas trop épaisse, l'eau d'un boueux verdâtre laisse aller du même train ses rides et ses moires. Il y a 3 notes uniques et monotones dans l'espace, les sifflets de la gare, les flûtis éveillés d'un merle dans les bas feuillages de la terrasse et des clochettes de vaches qui passent. Tout le reste est masse immobile de coteaux, espace et ciel blafard. Un remorqueur avec son jet de vapeur aux nageoires, ses 2 cheminées penchées, sa fumée monstrueuse, traînant 3 paires de grosses péniches ventru vernies. Jules Laforgue naquit à Montevideo en 1860 et mourut à Paris en 1887. Laforgue, qui plaida pour l'originalité, fut original au plus haut point. L'art de Laforgue échappe, résiste à l'analyse, un art fait de gouaille et de douceur. On a pu dire de lui que c'était quelqu'un pour qui le monde extérieur n'existait pas. Il eut peu d'amitié et fut pendant 5 ans éloigné en Allemagne. Grâce à lui et à d'autres, le vers libre fut la grande affaire des poètes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Assurément est-ce Laforgue qui pratiqua le vers libre le plus musical et le plus authentique. Je ne peux que me rallier à l'opinion d'Émile Verhaeren, qui salua un homme et un poète sensible comme un enfant, doux, primitif et simple, sous le masque de la blague et des moqueries. Henri Sépi, Jules Laforgue a vécu, écrit dans ce qu'on peut nommer l'ère de la décadence. On se souvient bien sûr de la parution d'À rebours du personnage de Des Esseintes. Oui, oui, tout à fait. C'est un de ces représentants de cette période, représentant, on va dire, mineur pour le moment, mais ne serait-ce que pour le situer par rapport à d'autres. Vous citiez à l'instant Huysmans, on pourrait également convoquer ici, même s'il a un peu disparu de l'horizon des références immédiates, Paul Bourget, qui fut l'un des théoriciens de la décadence, enfin sinon le premier, disons, puisqu'il publie un article assez remarquable sur Baudelaire, qu'il présente comme le père de cette génération décadente. Et Laforgue semble de fait emboîter le pas à ces auteurs qui pensent parfois à grands traits, parfois avec nuance, ce qui n'est pas tant, si vous voulez, une sorte de catastrophe historique, qu'une façon de prendre rang, je dirais, au sein de la modernité. Voilà. J'ai tâché de montrer, en effet, que cette question de la décadence devait être arrachée, pour ainsi dire, à tout ce millénarisme qui l'entrave, qui nous empêche de la penser vraiment, pour être resitué sur un plan d'historicité immédiate, c'est-à-dire, bon, voilà, qu'est-ce que c'est qu'écrire en 1880, comment se situer, comment se penser, et je crois que Laforgue s'engage dans ce sillage, enfin, il s'inscrit dans cette filiation des écrivains qui veulent se démarquer à tout prix de l'héritage classique, néoclassique. Il a cette espèce de formule, faire de l'original à tout prix. Je crois qu'on peut l'entendre de manière, tout d'abord, bien marquer son refus de souscrire, comme il avait fait auparavant, à toute la poétique, à toute l'esthétique parnassienne, qui s'est employé d'ailleurs à illustrer avec les poèmes du sanglot de la terre.
recueil abandonné d'ailleurs à ce moment-là. Donc il marque cette rupture dans un premier temps. Il essaie de sortir du même coup d'une certaine définition du littéraire, quitte à dérailler un peu et à sortir, pour ainsi dire, du même coup de la tradition. C'est-à-dire que l'original peut être entendu aussi comme une forme d'excentricité, pour échapper encore une fois à tout ce qui peut, de près ou de loin, enfermer le projet poétique et ses réalisations d'ailleurs dans des normes préconstruites, donc dans des idées préconçues finalement. Et je crois que c'est cette idée-là qui est assez en accord avec la philosophie de Schopenhauer et surtout de Hartmann, l'idée que l'art, s'il est authentique, donc original, ne peut en aucune manière se ressembler à lui-même, c'est-à-dire qu'il est en perpétuel devenir. Vous publiez, Jean-Jacques Lefrère, un poème inédit du sanglot de la terre. Et ce sanglot de la terre, on en retrouve encore de temps en temps des brouillons, des manuscrits. Récemment, donc, il y a eu la collection du docteur Chauvelot qui a été republiée. Je sens que vous voulez que j'en lise un passage. Oui, absolument. Mais... C'est l'automne, l'automne. On est seul près du feu. Adieu soleil puissant, feuilles vertes, ciel bleu. L'averse bat la vitre et le vent s'époumonne à gémir longuement sa chanson monotone. Ô toilette d'avril, bonheur de vivre, adieu. On est seul près du feu, on écoute la pluie, et parfois l'on va voir, écartant le rideau, si le ciel est encore badigeonné de suie, si la rue est toujours pleine de flaques d'eau, et l'on revient s'asseoir, on s'ennuie, on s'ennuie. Ô désespoir du vent dans le grand bois jauni, roulant par tourbillons des feuilles mortes sales, et des lettres d'amour et des débris de nid emportent les beaux jours dans tes longues rafales. C'est l'hiver à jamais, tout est fini, fini. Oh, le soleil est mort et tout nous abandonne. Les étoiles ont fui, l'on ne les verra plus. Tout est fini, fini. Vent de tristesse entonne. Le convoi du grand deuil, les temps sont révolus. La terre va mourir dans l'automne. Ce qu'il y a, c'est de nouveau, c'est la manière de certaines répétitions. On s'ennuie, tout est fini, fini, l'automne, l'automne. Ça, c'est une petite audace qui perce déjà. Et donc, ça perce dans une masse poétique où c'est l'influence du Parnasse, peut-être, ou d'autres choses, ou du Bourget, etc., est encore forte. Mais la forme commence à apparaître. Il y a eu un livre abandonné, c'est assez curieux, Henri Sépi, vous l'avez dit, Le sanglot de la terre. Pour citer Jules Laforgue, c'est comme s'il opposait les saletés de la vie, disons, à une parole prophétique de la poésie. Oui, c'est-à-dire qu'on peut se l'expliquer en reprenant la correspondance, qui est un document de premier plan, et où l'on voit apparaître en effet de manière très claire, chronologique, les différents états, on va dire, de ce projet avorté du sanglot de la terre, jusqu'au moment où Laforgue, je crois qu'il s'en lasse. Enfin, je veux dire, il entasse des bataillons d'alexandrins qui finalement ne signifient plus rien, ne riment à rien, littéralement. Et donc, le sentiment prévaut chez lui d'une écriture du vide qui le décide à engager la recherche poétique sur un autre terrain. Il faut d'ailleurs ajouter aussitôt que cette lassitude est, pour ainsi dire, confortée par ce que Laforgue voit et entend de la poésie de son temps, et notamment des pratiques alternatives proposées par les cabarets, les rencontres, les réunions d'étudiants dans le quartier latin. On a cité à juste titre d'ailleurs les hydropathes auxquels il a participé, très furtivement d'ailleurs. Nous sommes effectivement dans les années Émile Goudot, quoi. Dans cette espèce de première
émergence, disons, d'une sorte de veine poétique très libre, irrévérencieuse, qui se plaît, disons, à détourner les discours, les phraséologies, et à commencer, bien sûr, par le discours de la poésie noble, enfin, de cette poésie parnassienne qui se veut pensante, comme dit le comte de Lille. C'est une poésie qui pense et qui a pour mission, fût-ce dans le pessimisme le plus noir, d'opérer la relève du romantisme prophétique et messianique. Mais cela dit, je suis d'accord avec vous, il est très malaisé d'expliquer les choses en termes de rupture. Par exemple, Laforgue écrit des textes comme par exemple la chanson du petit hypertrophique, qui est quand même du contemporaine, des poèmes du Sanglot, qui restent quand même extrêmement sérieux, des poèmes plus fantaisistes, plus libres, qui vont sans doute alimenter souterrainement la veine future des complaintes. Donc il renonce en effet à ce volume de vers philosophique qui prend en charge, au-delà de la réalité concrète des phénomènes, enfin au-delà d'un certain réalisme, ce qu'on pourrait appeler effectivement les saletés de la vie, qui prend en charge la dimension, prophétique. Vous aviez raison, c'est-à-dire comment voir le fond des choses finalement. Hein. Donc, je pense qu'il ne perd jamais de vue cette question, et les complaintes poursuivent d'une autre manière, bien sûr, ce projet d'une sorte de poésie philosophique finalement, mais avec d'autres formes, d'autres procédés, d'autres fables également. De telle sorte que jusqu'aux moralités légendaires, hein, on voit apparaître, hein, ce fond pensant, alors certes toujours enrobé comme cela d'une sorte de voile humoristique, ironique parfois même, bon, mais il est bien là et il faut composer avec. Et je pense que ce qui sans doute a pu agacer certains lecteurs de l'époque, c'était effectivement cette poésie qui tourne le dos à la belle harmonie, à la musique finalement des vers, pour embrasser le fond pensant des choses, l'ultime vérité du monde, ce qui encore une fois, nous reconduit à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la philosophie allemande de Schopenhauer et de son disciple Hartmann. Philippe Soupeau, 1960. Comme le suggère le glorieux fils de Montevideo, Lautréamont, cette ville rivale de Buenos Aires s'est construite, développée en face d'une autre capitale. Et quelle capitale! Elle a réussi à créer un esprit, une méthode, une atmosphère, une sentimentalité, un mode de vie tellement différent que la seule traversée de la Plata, une nuit en bateau, 1 heure en avion, vous oblige à franchir la distance qui sépare 2 univers. Et nous ne pouvons pas oublier non plus, comme le poète Lautréamont nous le rappelle, que Montevideo est une ville orgueilleuse et coquette qui exige de ses habitants d'être des poètes. Pensez plutôt à ce Jules Laforgue qui est venu lui aussi très jeune en France. Il semble, si l'on ne relit ses poèmes, que Montevideo ne joue pas de rôle dans sa vie. Il n'y fait aucune allusion. Il faut lire entre les lignes, ce qui est difficile puisque Laforgue lui-même écrivait entre les lignes. Mais son ironie, et ce qu'on devait appeler son humour, son invraisemblable et inhumaine réserve, est celle d'un habitant de Montevideo. Plus parisien qu'un Parisien, c'est un Montevidéen. Laforgue, érudit et malheureux, sentimental et nostalgique, nous suggère que l'Europe est un prétexte géographique, qu'ici, qu'il y a au-delà des mers, comme il l'écrit, des milliers et des milliers d'êtres humains qui ont choisi l'aventure, alors que lui, le poète, part à la découverte d'un vieux monde, d'un univers qui ne connaît plus sa jeunesse, qui la méprise et même qui la martyrise. Laforgue a-t-il pu oublier, comme son œuvre pourrait nous le faire croire, ces rives de la Plata, cette violence et cette puissance de ceux qui ont à former, davantage même à créer un homme nouveau? Impossible. Laforgue n'a jamais pu oublier Montevideo.
C'était, comme l'ont écrit ses biographes, un exilé. Mais ces biographes n'ont pas deviné que l'exil de Laforgue était réel. Il se souvenait sans en parler, car il ne voulait jamais parler de ce qui lui tenait le plus à cœur, car Laforgue était le plus pudique de tous les poètes, de cette ville qui était la vie, la puissance créatrice, le revers de sa jeunesse perdue, de son agonie de poitrinaire que guettait la mort. Mais nous, hommes du XXe siècle, nous savons qu'il était né à Montevideo et qu'il avait une mémoire si fidèle qu'elle exigeait des souvenirs. Et donc, c'est un milieu d'artisans, hein, d'émigrés de France vers l'Uruguay, de personnes qui cherchaient à faire fortune, qui étaient souvent en milieu très modeste. Mais le père était un homme cultivé, qui avait appris le latin pratiquement tout seul et qui faisait beaucoup lire à ses fils. Simplement, il a été séparé de ses parents assez jeunes, puisque ses parents l'ont mis comme interne au lycée de Tarbes, et eux-mêmes sont repartis vivre à Montevideo. Et le bâtiment de l'internat existe toujours à Tarbes, et bon, moi, je l'ai visité. Effectivement, ça tenait un peu de la prison avec ses grands dortoirs, ses salles de réfectoire, ses grands couloirs sans fenêtres, des grilles partout. Maintenant, il y a des tessons de bouteilles dans les lycées pour empêcher les gens d'entrer ou de sortir, je ne sais pas trop. Mais c'est effectivement une prison, quoi. Il ne sortait quand même que le dimanche, au moment des vêpres, quand son tuteur venait le chercher. Donc, je veux dire, tout le reste de la semaine, c'était enfermé dans ce lycée. Donc, que des jeunes gens comme Isidore Ducasse ou Jules Laforgue, qui avaient passé leurs années de jeunesse libres à Montevideo, une ville, un port de mer avec des grandes plages, etc., se soient retrouvés brutalement enfermés dans un lycée, comme ça, on conçoit... Ça, il insistera là-dessus. Je suis né au bord de la mer. Oui. Et d'ailleurs, dans une lettre aussi, il évoque ses souvenirs portuaires, les porteños, là, du Rio de la Plata. Il gardait quand même de Montevideo d'ailleurs, une page de prose que l'on a gardée de lui montre que l'idée de Montevideo était associée à une idée de liberté, d'insouciance, et qu'il n'a jamais retrouvé par la suite. Vous publiez dans votre biographie, Jean-Jacques Lefrère, publié un des rares poèmes qui évoque Montevideo. C'est la pièce 19 des Fleurs de bonne volonté. Ah, c'est Album, oui. Album. C'est un très très beau poème. Me le lire ? Volontiers. On m'a dit la vie au Far West et les prairies, et mon sang a gémi que voilà ma patrie, déclassée du vieux monde, être sans foi ni loi, desperado. Là-bas, là-bas je serai roi. Oh là-bas, m'y scalper de mon cerveau d'Europe, redevenir une vierge antilope, sans littérature, un gars de proie, citoyen du hasard et sifflant l'argot californien, un colon vague et pur, éleveur, architecte, chasseur, pêcheur, joueur au-dessus des pandectes, entre la mer et les États mormons, des venaisons et du whisky, vêtu de cuir et le gazon des prairies pour lit et des ciels des premiers âges, riches comme des corbeilles de mariage. Et puis quoi, de bivouac en bivouac et la loi de Lynch, et aujourd'hui des diamants bruts aux doigts, et ce soir, nuit de jeu, et demain la refuite par la prairie et vers la folie des pépites. Et devenu vieux, la ferme au soleil levant, une vache laitière et des petits-enfants. Et comme je dessine au besoin, à l'entrée je mettrai tatoueur des bras de la contrée. Et voilà. Et puis, si mon grand cœur de Paris me revenait, chantant « Oh, pas encore guéri, et ta postérité, pas pour longtemps coureuse. Et si ton vol, condor des montagnes rocheuses, me montrait l'infini ennemi du confort, eh bien, j'inventerais un culte d'âge d'or, un code social, empirique et mystique, pour des peuples pasteurs, modernes et védiques. Oh, qu'ils sont beaux les feux de paille, qu'ils sont fous les albums, et non incassables mes joujoux. C'est vrai qu'il est vraiment beau ce poème. Même j'ai une émotion quand je le dis ou quand je le lis. Jules Laforgue, Jean-Jacques Lefrère, va, si on peut dire, se
se livrer à une espèce d'apprentissage de la littérature entre la Bibliothèque nationale et la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Il n'a jamais été bachelier. Non, on dit même qu'il l'a raté par timidité, parce qu'en fait, il s'est présenté 3 fois et il a été reçu à l'écrit et collé à l'oral, s'effondrant de peur, de trac. Et donc, il n'a jamais eu son bac. Et il est entré comme élève libre à l'école des Beaux-Arts, où était son frère, car c'était aussi un très remarquable dessinateur. Enfin, il gardera un mauvais souvenir de cette période-là, solitaire. Sa timidité l'empêchait tellement de rencontrer d'autres personnes, d'autres écrivains. Il y a eu un miracle qui est arrivé pour lui, c'est les hydropathes. Pour la première fois, il a vu qu'on pouvait jouer de la dérision, voire du sarcasme en poésie. Et aux hydropathes, donc, il a rencontré quelques amis qui sont restés par la suite. Et le premier d'entre eux, c'est Gustave Kahn. J'aimerais que vous lisiez, Jean-Jacques Lefrère, le récit d'une rencontre entre Gustave Kahn et Jules Laforgue. C'est moi qui arrive le premier, non? Oui, c'est ça, c'est Gustave Kahn qui parle. Ah oui, d'accord. C'est moi qui arrive le premier. De la place que j'ai choisie, j'aperçois par la porte vitrée un pan du boulevard. Il apparaît avec son chapeau de soie mate et sa lévite, coupe réfléchie de philosophe un peu clergyman. J'ai la surprise de le voir croiser. Il regarde à l'horizon, piétine de droite à gauche, l'air doux et résigné. Craint-il que je ne sois pas encore arrivé? Je dois le héler. Le voici heureux. C'est la première fois, me dit-il, que j'entrerai dans un café. Je n'aurais su comment faire. Une gêne. Rien de plus simple, pourtant. Venez. Mon rire ne le blesse pas. Ça aussi, c'est un passage qui en dit long sur l'aisance sociale et puis la solitude de Laforgue, qui vivait à Paris depuis plusieurs mois et qui n'était jamais rentré dans un café. Il y a une lettre aussi où il raconte qu'il fait un détour pour ne pas entrer dans une boutique pour acheter, je ne sais plus quoi, un melon, parce que les deux vendeuses l'intimident. Dans la même lettre, il raconte que pour jeter l'épluchure du melon, pour ne pas que sa concierge le voie, il sort, il va le jeter loin dans une poubelle, etc. C'était sans dit long. Et quand on pense que le même personnage, quelques mois plus tard, va se retrouver lecteur de l'impératrice d'Allemagne dans une cour, et que ça se passera bien, on se dit qu'il a quand même dû prendre sur lui pour ne pas tomber dans les pommes quand on lui a présenté la très intimidante impératrice. Franck Venaille, comment êtes-vous entré en contact avec l'œuvre de Jules Laforgue? Quand vint-elle à vous? Je crois que, sans le savoir, étant jeune, étant enfant, je devais être une sorte de Pierrot lunaire, inquiet, plein d'ironie sur la vie et sur moi-même, heureusement. Et j'ai découvert Laforgue dans l'anthologie des poètes français de Georges-Emmanuel Clancier. C'était un livre que j'ai lu à 17 ans, 18 ans. Et Laforgue m'a parlé immédiatement parce que je crois que c'est surtout à cause de son ironie. Et puis d'une espèce de blessure qu'il cachait, dont il riait lui-même. La peur des femmes aussi, je reconnais. Tout ça a dû jouer, mais entre 15 et 17 ans. Et puis après, je l'ai aimé pour des raisons plus liées au réel. Par exemple, son goût pour la description des villes, la nuit. Donc finalement, c'est quelqu'un qui m'a accompagné peut-être une dizaine d'années de ma vie. Et puis, il y a eu une grande période de 30 ans, ça non pas de brouille, mais on ne se voyait plus. Et puis c'est revenu. Et maintenant, je me retrouve à l'âge que j'ai, le comprenant, je crois, mieux. Je l'imagine dans une petite chambre d'hôtel minable, à la fenêtre, regardant le ciel et s'interrogeant sur le sens de la vie, ce qu'on fait tous. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est monté comme il n'est pas assez grand, il est monté sur un petit tabouret pour mieux voir le ciel.
Donc il est monté, on pourrait dire, même si c'est un peu tiré par les cheveux, il est monté sur la poésie, sur l'écriture, hein, pour devenir le poète qu'il est, et qui pour moi est probablement des plus grands poètes français. Je trouve qu'il y a plusieurs choses qui vous rapprochent, Franck Venaille, de Jules Laforgue. D'abord, il y a votre dernier livre de poésie qui s'appelle « Oral est mort, point !» Et j'imagine peut-être à tort que Jules Laforgue n'aurait pas détesté, bien au contraire, ces mots. Et puis, il y a un autre point commun. C'est que vous avez renié aujourd'hui, depuis quelque temps, votre premier livre de poésie, et lui a abandonné, ce qui est assez curieux quand même, l'écriture du sanglot de la terre. Oui. Il l'a abandonné pour se mettre aux complaintes. Oui, peut-être que je suis très attaché aux gens qui pratiquent une espèce de mutilation comme ça, très, très violente. L'exemple le meilleur, enfin si on peut appeler ça le meilleur, c'est Jouve, évidemment. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que chez un poète, tout est dit dès le premier livre. J'y crois pas beaucoup. Je crois plutôt à une évolution, à un travail acharné, à des changements, à des glissements, mise à l'écart de certains domaines, de certains vocabulaires. Ce qui compte, c'est la réflexion sur ce qu'on a écrit et le travail. Et j'ai longtemps pris Laforgue pour une sorte de dandy. C'en est un, mais c'est un homme très sérieux face à l'écriture. Hein. C'est pas une attitude légère. D'ailleurs, il a conservé curieusement tous ces brouillons, et je veux dire, on a des variations énormes. Enfin, oui, c'est quelqu'un qui reprend constamment ses textes. On a l'impression qu'il tient le journal de sa vie, et que, reprenant les textes, c'est sa manière à lui de faire que son œuvre devienne le journal du jour aussi. Hein. C'est une belle idée, essayer de faire que sa poésie soit modifiable chaque jour, comme s'il s'agissait de tenir une sorte de journal de bord de l'existence. Journal de bord étant, je précise, un de vos titres. Oui, un titre que j'ai renié d'ailleurs, avec une immense fermeté, menaçant quiconque le citerait de violence physique. Il y a aussi, dans les années de jeunesse, Jean-Jacques Lefrère, Jules Laforgue, un chroniqueur de la vie parisienne littéraire, artistique, plein de mordants. Je songe au journal La Guêpe, que vous citez beaucoup dans votre biographie. Oui. Et ça aussi, c'est une découverte assez récente, parce que Laforgue en avait peu parlé dans son entourage. Il n'a jamais écrit sur cette première collaboration. Et en fait, il envoyait régulièrement une chronique, pas seulement littéraire d'ailleurs, sociale, artistique, presque mondaine, sur tous les événements, les petits et les grands événements qui arrivaient à Paris. Et il envoyait ça à une revue de jeunes qui se tenait à Toulouse, qui s'appelait La Guêpe, qui était faite par des étudiants de différentes facultés. C'est toujours marqué par l'ironie, même quand il décrit un salon, quand il décrit un tableau, quand il commente un livre, il y a toujours cette ironie qui sera très particulière, qui est une ironie qui n'est pas méchante d'ailleurs, mais qui est pleine de lucidité que peu de gens avaient à cette époque-là. Et ça reste une littérature qui se lit très bien, ce qui surprend quand même pour des comptes rendus de la vie parisienne des années 1879. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup pensent que dans le Laforgue écrivain, il y a trois individus. Il y a le poète, il y a le prosateur, il y a le journaliste. Et pour ma part, je ne sais pas lequel je mettrais en premier finalement, parce que le Laforgue journaliste est très très remarquable. C'est quand même, il est tout jeune, il n'a aucune expérience de journalisme, et d'emblée il a un ton juste dans ses chroniques. Un temps artiste. Il faisait un de ces temps singuliers dont l'émotion ne peut mieux se noter que par cette expression, un temps artiste. Un temps qui n'est vraiment d'aucune saison, frais, humide,
De dégel sans neige, moite comme sensation immédiate, mais chaud comme patine aux yeux, à l'imagination, aux nerfs. En effet, un ciel doucement orageux sans orage. Des nuages de ci, de là, un bout d'azur perçant parfois. Les verdures ont le ton chaud de l'olive. L'eau est fine, bleu glauque de cristal où tout se reflète sans crudité. L'eau est en réalité froide, peut-être même glacée, et le cœur et l'épiderme en souffrent comme de l'hiver, mais elle est tiède et reposée à l'œil. Les façades des villas ont des tons blafards attristants, mais quoi ? Ce ciel réchauffe même et cuit à l'imagination ces tons froids de badigeon et d'ardoise. En somme, temps inquiet, incertain, ni gelant ni épanouissant, qu'on regarde, le rideau écarté, l'œil et le cœur chantant, mais c'est le printemps, allons errer le long des peupliers, tandis qu'une autre voix dit « Mais non, illusion, il fait humide et salissant et foulard », et l'on reste lisant, fumant des cigarettes vers le ciel des vitres couleur de temps, mélancolique de ne pas sortir par ce printemps attendri et endormi comme les 30 ans d'une année, et l'on jouit égoïstement de rester parmi ces tapis terre de sienne, ocre brûlé où tombe le reflet fané d'une persienne ensoleillée très pâlement. Henri Sépuy. Il est à l'écoute, une écoute intelligente, active de la poésie de son temps. Enfin, son écriture, sa poésie est aussi une façon, si vous voulez, de lire. C'est-à-dire que écrire, c'est un écrire-lire chez lui. Il lit ses contemporains et en les lisant, il les réécrit, si je puis dire. Il les réécrit en les démarquant. Et ça, c'est une constante dans l'écriture à la fois organique qui va naturellement déboucher sur le geste parodique des dernières nouvelles des moralités légendaires, qui montre à quel point, effectivement, Laforgue est un bon lecteur. Réécrire une pièce comme Hamlet, c'est quand même pas mal, quoi, arriver à cette espèce de jeu qui n'est pas le jeu des romantiques, ce n'est pas l'éternelle perpétuation de la figure héroïque de Hamlet chez les romantiques. Là, c'est tout autre chose, mais en même temps, il reprend tout un passé mythique que les romantiques ont contribué à forger, notamment ce Hamlet artiste, cette figure de prince qui est plutôt la figure du penseur, de l'artiste, celui qui se heurte à lui-même d'abord, aux choses, à l'ordre des choses, à la mort, enfin aux grands problèmes métaphysiques qui obsèdent l'artiste moderne. Bon, et Laforgue se saisit de cette figure pour en faire quelque chose d'autre, et puis finalement pour en faire un double. Mais il est aussi en rapport, je veux dire indirect d'ailleurs, parce que je ne pense pas que ce soit connu, il est en rapport avec Flaubert, il va écrire, j'allais dire à son tour, une Salomé. Il est vrai qu'il se tourne vers, vers Flaubert. Flaubert qui est d'ailleurs très présent, non seulement dans la Salomé, mais également dans les complaintes. La complainte, par exemple, du soir des comices agricoles, voilà, c'est évident. Je veux dire, il y a là une référence explicite et directe à Madame Bovary. Et lorsqu'on lit d'autres nouvelles des moralités, comme par exemple Le miracle des roses, on voit à quel point il a su tirer plein parti de la lecture des trois contes, notamment des trois contes, mais aussi de Salammbô, qui montre à quel point, en effet, la présence de Flaubert est déterminante dans l'écriture de prose, mais aussi dans l'écriture de poétique en vers chez Laforgue. Oui. Mon frère Yorick, j'emporte votre crâne à la maison. Je lui ferai une belle place sur l'étagère de mes ex-voto entre un gant d'Ophélie et ma première dent. Ah, comme je vais travailler cet hiver avec tous ces faits, j'ai de l'infini sur la planche. La nuit tombe. Ah, il faut agir. Hamlet reprend le chemin du château sans trop se laisser envahir par la quotidienneté de la nuit sur les grandes routes. Il monte d'abord dans sa tour, déposer ce crâne, ce puissant bibelot. Il s'accoude un instant à la fenêtre, à regarder la belle pleine lune d'or qui se mire dans la mer calme, et y fait serpenter une colonne brisée de velours noir et de liquide d'or, magique et sans but. Ses reflets sur l'eau mélancolique. La sainte et damnée Ophélie a flotté ainsi toute la nuit.
Oh, je ne puis pourtant pas me tuer, me priver de vivre. Ophélie, Ophélie, pardonne-moi, ne pleure pas comme ça. Hamlet rentre dans sa chambre et tâtonne fébrilement. Je ne peux pas voir les larmes de jeune fille. Oui, faire pleurer une jeune fille, il me semble que c'est plus irréparable que l'épouser. Parce que les larmes sont de la toute enfance. Parce que verser des larmes, cela signifie tout simplement un chagrin si profond que toutes les années d'endurcissement social et de raison crèvent et se noient dans cette source rejaillie de l'enfance, de la créature primitive incapable de mal. Adieu, beaux yeux, quand même inviolés car inapprivoisables d'Ophélie. Il se fait tard, il faut agir. À demain les baisers et les théories. Hamlet descend pour voir comment sa pièce est mise en train. Les moralités légendaires, Hamlet ou les suites de la piété filiale. Mais le rapport, Henri Sépi, le rapport justement prose-vers chez Oui. Laforgue, comment Oui, on pourrait en parler? Chez Laforgue, il y a cette conscience que tout grand écrivain a, c'est-à-dire qu'écrire des vers, soit, on peut le faire. Bon, tout le monde peut faire ça, à peu près. En revanche, écrire de la prose, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il n'y a pas, tout simplement, il n'y a pas ne serait-ce que le cadre abstrait de la métrique, il n'y a pas l'aide phonique de la rime, il n'y a rien. Donc il faut construire soi-même son propre système, finalement. Et bon, moi je pense que effectivement, cette question de la prose chez Laforgue doit être tirée de ce côté-là d'abord, du côté d'un système en prose, donc qui est d'abord effectivement un système rythmique. Mais il sait faire autre chose aussi. Il sait combiner avec cette prose artiste une prose plus sèchement notative, plus sèchement narrative. Il le montre avec assez d'aisance dans le miracle des roses. Et puis, il y a cette prose qui n'existe que parce qu'elle est dans le voisinage immédiat du vers, mais d'un vers particulier. C'est par exemple la prose qu'on voit apparaître dans Pan et la Syrinx. Et nouvelle intéressante parce qu'elle associe très étroitement la prose narrative du récit et des collages, enfin des extraits de poèmes qui sont de la main de Laforgue en vers libre. Le vers libéré des contraintes liées à la versification, notamment de la récurrence du nombre de syllabes, de la rime et des regroupements par strophe. Bon, ce vers libre qui vient, disons, chez lui, sous sa plume, en 1885-86, et qu'il va publier dans la revue La Vogue, donc de son ami Gustave Kahn, lequel revendiquera plus tard la paternité exclusive de cette invention. Stanislas Fumet, 1970. Jules Laforgue était très intime avec Gustave Kahn. J'ai connu un peu Gustave Kahn les dernières années de sa vie, au début de la guerre de 14. Gustave Kahn, à cette époque-là, il est très mal vu. Mais c'est un homme qui avait joué un grand rôle. Et alors il y avait la grande querelle, à cette époque encore, qui a inventé en français le vers libre. Et alors il y avait sur les rangs Gustave Kahn, Jules Laforgue et Marie Krzinska. Puis est venu Verhaeren après. Et puis alors il y avait Rimbaud, parce qu'il y a quelques pages, elles ne sont pas nombreuses, mais où on a les plus beaux vers libres peut-être qui existent en français, c'est 2 pages de Rimbaud. Et alors, moi, ce qui m'avait surtout séduit dans Laforgue, parce que j'étais d'avant-garde à cette époque-là, c'était précisément ces vers libres. Il avait inventé un vers libre, alors que je trouve extrêmement beau, qui est un vers symphonique, et qui n'est pas du tout celui des complaintes, qui se balance un peu mollement, avec de temps en temps quelque chose d'acéré, de pointu, qui fait Laforgue. Tandis que là, alors, il y a cette espèce de souffle libéré que l'on n'a pas chez Verhaeren ou chez ces gens-là qui sont un peu lourds. Lui, pas du tout. Il a trouvé enfin la forme qui lui convient. Mon corps, ô ma sœur, a bien mal à sa belle âme. Il dit à peu près la même chose dans un poème en vers régulier, mais où il n'y a pas ça, n'est-ce pas? Là, on voit qu'il s'ouvre bien davantage. Il est plus puissant dans le vers libre que dans le reste. Et s'il avait vécu,
Alors il est certain qu'il aurait fait une œuvre de vers libre tout à fait considérable. Avec le frère, nous avons la publication des premiers vers libres en 1886. Ouais. Et de la dans querelle revue, qui a suivi, Vogue. dans la Vogue. Ouais. Ouais. Vous dites une chose qui me paraît très raisonnable, c'est que finalement ce fut une invention commune. Oui, et étalé sur le temps. N'oublions pas que les premiers vers libres, on les trouve dans certaines pièces de Corneille. Hein. Donc déjà, on remonte au XVIIe siècle. Mais disons que dans ces années 80, le vers libre comme expression voulue de poésie apparaît par-ci par-là dans des revues. Et quand après le temps de des bilans est arrivé, chacun a voulu revendiquer ceci. Gustave Kahn, Moréas, tous ont voulu dire, Marie Krizinska, une poétesse du quartier latin, tout ça, tous ont voulu dire c'est moi qui ai inventé le vers libre, sont battus, sont écharpés. Laforgue, lui, n'avait pas son mot à dire puisqu'il était mort. Et là, Gustave Kahn n'a pas eu une attitude très... on va dire très, très belle, dans la mesure où il est dans ses souvenirs qu'il réécrit un petit peu et il fausse un peu la chronologie pour montrer que c'est vraiment lui l'inventeur et que Laforgue n'a fait que le copier. Manque de chance, il était un peu distrait car il a laissé survivre une lettre de Laforgue où Laforgue lui parle du vers libre avant même que Kahn y ait songé. Donc effectivement, oui, l'invention a été collective, mais le débat existait encore juste avant la guerre de 14, de savoir qui a inventé le vers libre. Aujourd'hui, ça paraît un peu dérisoire. L'hiver qui vient. Blocus sentimental. Messagerie du levant. Ô tombée de la pluie, ô tombée de la nuit, ô le vent. La Toussaint, la Noël et la Nouvelle Année. Ô dans les bruines, toutes mes cheminées d'usine. On ne peut plus s'asseoir, tous les bancs sont mouillés. Crois-moi, c'est bien fini jusqu'à l'année prochaine. Tant les bancs sont mouillés, tant les bois sont rouillés, et tant les corps ont fait tonton, ont fait tontaine. Ah, nuées accourues des côtes de la Manche, vous nous avez gâtés notre dernier dimanche. Il bruine. Dans la forêt mouillée, les toiles d'araignée ploient sous les gouttes d'eau, et c'est leur ruine. Soleil plénipotentiaire des travaux en blond pactole, des spectacles agricoles, où êtes-vous ensevelis? Ce soir, un soleil fichu gît au haut du coteau, gît sur le flanc, dans les genêts, sur son manteau, un soleil blanc comme un crachat d'estaminet, sur une litière de jaunes genêts d'automne. Et les corps lui sonnent, qu'il revienne à lui, Taillot, Taillot et Alali. Ô Tristantienne, as-tu fini? Et font les fous. Et il gît là comme une glande arrachée dans un coup, et il frissonne, sans personne. Allons, allons, et Alali, c'est l'hiver bien connu qui s'amène. Oh, les tournants des grandes routes, et sans petits chaperons rouges qui cheminent. Oh, leurs ornières des chars de l'autre mois, montant en donquichotesque rail vers les patrouilles dénuées en déroute que le vent malmène vers les transatlantiques bercailles. Accélérons, accélérons, c'est la saison bien connue cette fois. Dernier vers. Il y a peut-être une réponse apportée à la question soulevée par Mallarmé, et puis, disons-le, finalement, à l'interdit qu'au bout d'un moment, Mallarmé fait peser sur la recherche poétique, en disant, bon, il y a le vers, et puis en dehors du vers, il y a rien, quoi. Bon, il y a la prose, mais bon, Mallarmé était suffisamment subtil et intelligent pour savoir que la prose pouvait être également du vers. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, en vérité, il n'y a pas de prose, mais il y a un vers. Il y a un vers discontinu, il y a un vers brisé, et que tout un chacun peut retrouver en écoutant, en lisant une page de prose. Donc il n'y a pas de prose au sens strict du mot. Alors je crois que c'est une réponse, certes, apportée à Mallarmé dans le sens où on peut trouver dans la prose une écriture qui soit quand même soucieuse du rythme, qui soit soucieuse en effet de ce que Mallarmé appelait le style, et la prosodie, ça c'est évident. Et en même temps, dans le vers libre, qui vient donc avec la prose, comme je le suggérais tout à l'heure, il y a aussi une façon effectivement de montrer que ce vers qui est dit libre reste un vers, mais on le fait évoluer, on le modifie, on le reconfigure, si je puis dire, de sorte à
y faire entrer un peu, enfin beaucoup de choses, un certain nombre de constituants qui ne sont pas naturellement les constituants traditionnels du vers métrique. Il n'hésite pas à déconstruire très systématiquement parfois les strophes, à les émietter. Il recourt à des mètres extrêmement brefs dans certains cas. Au vers impair aussi. Au vers impair, oui, ça, tout à fait. Mallarmé parlait du vers faux chez Laforgue, oui, de ce vers qui est entre 11 et 12 syllabes, on ne sait pas trop. Enfin bon, il y a cela chez lui, c'est indéniable, qui coïncide dans le même temps avec sans doute ce qu'il retient de la leçon de Banville, aussi singulier que cela puisse paraître, mais il aime beaucoup Banville, et notamment le Banville acrobatique, le Banville grand praticien du vers français, notamment dans les odes funambulesques, mais pas seulement. Il retient de lui, en effet, cette espèce de grande ductilité du vers, qui se prête finalement à tous les emplois. C'est de ce vers déconstruit, je veux dire, un peu démantelé, que germe l'hypothèse, en effet, d'un vers libre, bien sûr. Déhanché. Voilà, ce déhanchement, il est, me semble-t-il, d'abord identifiable dans ce qui se passe à l'intérieur du vers, c'est-à-dire entre l'initiale, la capitale qui ouvre le vers, et la rime qui vient l'achever. Et entre ces deux pôles, il y a donc une petite zone syllabique qui est tout entière traversée de turbulences inouïes chez Laforgue, avec des phénomènes d'hiatus, des problèmes de cacophonie, enfin des contraccents qui sont traditionnellement proscrits, les segmentations métriques, les hémistiches, etc. Apparaissent avec moins de netteté, où la césure, quoique toujours présente dans les alexandrins, notamment chez Laforgue, devient inaudible parce que elle peut parfois effectivement être une césure enjambante ou qui vient à l'intérieur d'un mot. Enfin bon, alors à ce moment-là, comment fait-on? Comment est-ce qu'on lit cela? Est-ce qu'il faut s'arrêter ou est-ce qu'il faut couper le mot? Alors vous voyez, c'est ça que j'appelle la disharmonie, c'est-à-dire ce sont des problèmes finalement que nous pose Laforgue à nous, lecteurs. C'est-à-dire comment est-ce que je dois lire un quatrain de Laforgue lorsqu'il y a effectivement deux césures qui viennent tronquer délibérément un mot. Paul Louis Rossi, Jules Laforgue. Je me suis aperçu que j'avais pas sérieusement relu Laforgue depuis très longtemps. Je préfère le dire tout de suite. À cette époque, j'avais aussi le livre de Georges-Emmanuel Clancier, qui est l'histoire de la poésie de Rimbaud surréaliste. Alors j'ai remarqué que Laforgue est entouré en rouge, à l'encre rouge. Alors vous? Par moi, et qu'il y a des passages notés en rouge et des passages notés en vert, notamment les derniers vers qui sont si beaux, qui ressemblent à Apollinaire, quoi. Voilà, donc j'avais quand même lu attentivement. Ce qui est étrange, c'est que j'ai rencontré un jour par hasard des jeunes gens qui faisaient un spectacle sur Laforgue. Et alors je leur ai dit... En enfer et sans façon, vous irez triste polisson. Et c'est une citation de Laforgue, et je me suis aperçu que j'ai quand même intégré tout un tas de vers et de formules de Laforgue dans ma mémoire. Quelque chose qui pourrait vous être commune, tout cet aspect, j'allais dire, déhanché, boiteux qu'il y a chez Laforgue, des vers impairs, etc. Toute une prosodie qui casse un peu la prosodie. Or, c'est ce que vous dites, grosso modo, il faut casser la prosodie, mais il faut quand même la garder, conserver quelque chose, une mémoire. C'est-à-dire que c'est relativement, c'est pas relativement, c'est très important, et on le trouve tout à fait chez Laforgue. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que, en fait, le système de locution, les mots, c'était pas ça le fond des choses. Le fond des choses, c'est une espèce de complexion rythmique qui exige des surprises. Et j'ai souvent pris l'exemple
du fado ou du blues, par exemple, où le texte est tout à fait banal, c'est toujours la même chose, mais à l'intérieur, il y a une inflexion de la voix qui fait que ça prend tout à coup une extraordinaire valeur. Et lui, il a très bien compris ça, qu'on ne pouvait pas garder la métrique exactement comme elle était enseignée, et que de toute façon, il fallait quelque part casser le rythme du vers. Ça, c'est très clair. Ce qui est beau toujours, c'est quand on fait de l'original sans que ça se voie. Je me suis aperçu d'une chose très étrange, parce que j'ai relu son poème qui est Fallo-Fallotte. À mon avis, Robert Desnos a lu ça. Si on regarde bien, la complainte de Fantomas est certainement inspirée du poème de Laforgue. Autre complainte de Laure Pierrot. Un train perdu dans la nuit stop, par les avalanches bloquées, il siffle au loin et les petiots croient ouïr les méchants hoquets. Et chez Desnos, ça donne ça, dans la complainte de Fantomas. Il tua un cocher de fiacre au siège, il le fit cela, et roulant qu'à, malgré les clients qui sacrent, il ne s'arrêtait jamais le fiacre qu'un mort conduisait. Mais, si vous voulez, Desnos écrit en vers de 7 pieds, alors que chez Laforgue, c'est assez bien compté en 8 pieds. Et il y a des vers impairs aussi. Il y a des vers impairs. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne se voit pas. C'est-à-dire, son système est suffisamment étayé pour que ça ne se voit pas, quoi. Mais vous avez raison de parler d'une forme du déhanchement, quoi. C'est-à-dire que la technique, effectivement, c'est de casser quelque part le vers ou casser la rime, de mettre par exemple une fausse rime quelque part ou une rime trop accentuée, de façon à ce que ça introduise une forme de surprise, quoi. Et ça, je trouve que c'est très très proche de l'intonation, de la voix au fond. Avant-dernier mot. L'espace, mon cœur, y meurt sans trace. En vérité, du haut des terrasses, tout est bien sans cœur. La femme, j'en sors, la mort dans l'âme. En vérité, mieux ensemble on pâme, moins on est d'accord. Le rêve, c'est bon quand on l'achève. En vérité, la vie est bien brève, le rêve bien long. Que faire alors du corps qu'on gère? En vérité, ô maison, que faire de ce riche corps? Ceci, cela, par-ci, par-là. En vérité, voilà. Et pour le reste, que tout mette en sa merci. Des fleurs de bonne volonté. J'ai lu ces mots, Franck Venaille, à propos de l'œuvre de Jules Laforgue, le désœuvrement existentiel du sujet maladivement lyrique, d'où une mélancolie humoristique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, le désœuvrement, je ne suis pas d'accord, mais la mélancolie, oui, la mélancolie considérée que... Mais pas considérée que... Moi, je n'ai jamais considéré la mélancolie comme une maladie, comme quelque chose qui pouvait se soigner. Je trouve que c'est un état d'âme, un état de conscience, même supérieur à ce qui apparaît comme la normalité, comme avoir une sensibilité double. Moi, je préférerais volontairement lyrique, pour mettre de côté tout cet aspect, je crache de sang. Et en même temps, c'est pas étonnant qu'ils vivent peu. C'est pas étonnant qu'ils trouvent une jeune femme qui meurt très très jeune. Rien n'étonne chez lui. Enfin, à la fois tout étonne et rien n'étonne. On s'attend à ce qu'il nous emmène dans la lune. On attend à ce qu'il passe dans les rues en récitant, en chantant ses complaintes.
En fait, c'est un homme qui est très très lié au quotidien. Il a, quand il le veut, quand il le souhaite, quand il le fait exprès, le langage ouvrier du Paris de l'époque, les plaisanteries, ce qu'on peut appeler l'argot de l'époque. Calembour. Le calembour. Et en même temps, il a cette attitude de retrait, cette dignité, cette non-vulgarité qui vraiment est à mettre en avant chez lui, parce que jamais Laforgue n'est vulgaire. Et en même temps, parfois, en le lisant, on a l'impression d'être dans un journal de l'époque ou de ma jeunesse, où on travaille au plomb, où ces vers font partie du journal du jour, du journal du lendemain. On retombe encore sur l'aspect comme ça, pas du tout visionnaire. Maintenant, il faut aussi évoquer tout ce qu'il apporte d'innovant au niveau du langage. Il s'amuse avec le langage et ça donne des voluptés à vif, ce temps de l'éternité. Enfin, c'est sa manière à lui de jouer avec les mots, de prendre ses distances avec tout ce qui peut être trop... normé. Oui. Et finalement, ça va se terminer avec des poèmes où dedans on lit clop, clip, clop, bim, bom. Et je crois que à la fois il a conscience d'inventer un langage, mais c'est surtout le langage d'un timide. C'est-à-dire que même avec le temps, je me demande toujours ce qu'il pouvait penser de la poésie, en fait. Si c'était quelque chose qui maîtrisait complètement. Donc je ne sais pas comment il se situe, comment il se place comme poète. Mais je crois que c'est sans erreur de dire qu'il se veut marginal. Je crois qu'il veut, son courrier le montre, hein, il veut être intégré, il veut faire partie de... Il le sera, d'ailleurs. Oui. On considère des revues comme La Vogue, ou ses correspondances avec Mallarmé. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est un tout jeune homme qui écrit au poète qu'il aime. Alors, c'est un tout jeune homme, mais qui a déjà une œuvre importante. En 1882, Henri Sépi, Jules Laforgue écrit dans une lettre, je pense, « Je rêve de la poésie qui ne dise rien, mais soit des bouts de rêverie sensible. » Est-ce là, à vos yeux, justement la modernité de Laforgue? Alors, cette idée-là, il la trouve en effet chez Verlaine, mais également chez Gustave Kahn, qui, je crois que dans la même lettre d'ailleurs, Laforgue cite très expressément Gustave Kahn d'abord, il dit « je suis kahnesque ». Bon, et il cite aussi, me semble-t-il, Mallarmé. Et évidemment, le Mallarmé auquel il fait allusion à ce moment-là, en 82, n'est autre que le Mallarmé auteur de poèmes en prose. Il voit plutôt, en effet, la poésie comme une recherche tournée, et presque essentiellement tournée du côté de ce que, avec Mallarmé, on pourrait appeler la musique, c'est-à-dire le tissage sans cesse recommencer des rapports que les mots, que les sonorités entretiennent entre eux et entre elles. Et il se demande si c'est vraiment la voie à suivre. Ceci dit, il essaiera, c'est clair, et on peut, sans trop d'ailleurs se méprendre, dire que l'esthétique, la poétique de la complainte est aussi une façon de répondre à ce programme d'une recherche, disons, du musical, mais qui ne soit pas non plus
tout entière réduite à, je dirais, à de l'harmonie. Voilà. Le musical, c'est aussi une certaine forme de bruit. Vous parlez justement du rapport Mallarmé-Laforgue. Il semble qu'il soit lié contre justement cette prose, disons, quotidienne, commune. Ce que Mallarmé lui-même a appelé l'universel reportage. Oui, le lien est fait là du même coup avec cette conception de la poésie comme musique, comme rêverie. Mais pour autant, il est de ceux qui ne veulent pas non plus perdre de vue cette inscription très, très physiologique, très organique finalement de l'écriture. Bon, écrire, ce n'est pas forcément s'abstraire du monde, c'est tenter de le faire, mais en prenant le chemin qui traverse l'épaisseur du sensible. Il n'y a pas chez lui cette exclusive qu'on a souvent prêtée à Mallarmé d'ailleurs, de vouloir mettre le monde entre parenthèses. Il est vrai d'ailleurs qu'il l'a fait, mais pour des raisons qui étaient les siennes, il s'en est expliqué. Mais chez Laforgue, on n'a pas ce projet d'abstraction, finalement. L'écriture laforguienne est de ce point de vue pleinement existentielle. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas, par exemple, dans certains poèmes des complaintes, à faire retour sans cesse sur la situation d'écriture, sur ce qu'on appelle la situation d'énonciation. Donc renvoyant sans cesse au poète, mais surtout au corps du poète, à sa souffrance, à cette espèce d'inertie qui par moments l'enferme dans le rien, enfin ces moments de vide qui sont hélas notre quotidien, et que Laforgue ne cherche pas non plus à gommer. Alors il y a on ne sait plus du tout si c'est le moyen d'un désamorçage, disons, du réel, ou si c'est au contraire le contrepoids nécessaire à cet excès d'idéal qui par moments parle dans la poésie et parle trop fort. Et je pense que l'une des caractéristiques que l'on doit peut-être retenir aujourd'hui de Laforgue, c'est cela, c'est cette mise en question de la poésie à l'intérieur du poème, par le poème lui-même, sans que pour autant il y ait, si vous voulez, disqualification de la poésie ou disqualification du réel. C'est-à-dire que les deux sont maintenus comme deux forces antagonistes et à égale puissance, enfin, je crois. 1954. La radiodiffusion française présente une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est plus spécialement consacrée à la poésie humoristique. Ce soir, vous pourrez entendre avec le concours de François Robert La complainte du pauvre jeune homme de Jules Laforgue. Réalisation Georges Godbert. Nous allons maintenant aborder notre 5e leçon sur la poésie humoristique et nous commençons par quelque chose d'horriblement difficile. Vous êtes un brave monsieur. François Robert. Vous avez pris ce qu'il y a de plus difficile. Vous avez bien fait. C'est la complainte du pauvre jeune homme de Laforgue. Est-ce que vous vous rendez compte d'abord, première question, pourquoi c'est difficile? Je me rends compte, enfin d'abord par les répétitions du début, l'esprit du poème également. Oui. Qui est d'un humour plutôt sinistre. Oui. Et rien que par ça, je crois que c'est déjà une grande difficulté. Oui, mais voyez, ce qui le rend très difficile, c'est qu'il y a un refrain. Alors, quand il y a la musique dans les chansons, nous voyons toutes les chansons qui réussissent sont les chansons qui réussissent par leur refrain. Parce qu'alors, il y a quelque chose qui entre dans l'esprit de l'auditeur, et comme tout ce que nous aimons, que nous soyons spectateurs ou auditeurs, c'est la participation à ce à quoi nous assistons, peu à peu, on a l'impression qu'on connaît la chanson et qu'on est prêt à la chanter. D'ailleurs, il y a des cas, je crois, où on fait même chanter les spectateurs. Mais ici, quand il n'y a pas de musique, c'est une prodigieuse difficulté. Parce que comme ce sentiment ne joue pas, et qu'au contraire, il y a le sentiment qu'on sait ce que va dire l'acteur, il faut par conséquent que l'acteur trouve une intonation différente et une variété de rythme à chaque fois. Ça n'est pas facile. Vous allez rencontrer cette première difficulté. Ensuite, il y a une seconde difficulté dans le poème. Je vous fais peur d'avance, mais c'est pas que vous ne soyez pas surpris quand je vais vous reprendre. C'est que le poème comporte, au milieu de chaque strophe, des vers courts, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est écrit à la fois en vers réguliers et brusquement, deux vers libres interviennent. Alors, autre difficulté qui est une difficulté de rythme.
Vous allez donc vous trouver en présence des deux difficultés. Quand il s'agit de bien dire des vers, c'est la difficulté du rythme et la difficulté de l'intonation. Vous les avez accumulées, c'est très bien. Maintenant, allez-y. Je vous écoute. Quand ce jeune homme rentra chez lui, il prit à deux mains son vieux crâne qui de science était un puits. Crâne, riche crâne, entends-tu la folie qui plane et qui demande le cordon, dig-don-den, et qui demande le cordon, dig-don-den, dig-don-don. Bien, alors voyez-vous, il faut de toute manière, il faut un rythme un petit peu plus vif quand vous commencez. Oui. Que le mot complainte ne vous trouble pas. Alors, commencez. Quand ce jeune homme rentra chez lui, il prit à deux mains son vieux crâne qui de science était un puits. Bien. Crâne, riche crâne. Bon, alors là, plus d'humour. Crâne, riche crâne. Entends-tu la folie qui plane et qui demande le cordon? Complainte du pauvre jeune homme. Quand ce jeune homme rentra chez lui, il prit à deux mains son vieux crâne, qui de science était un puits. Crâne, riche crâne, entends-tu la folie qui plane et qui demande le cordon, dig-don-den, et qui demande le cordon, dig-don-den, Quand ce jeune homme rentra chez lui, il entendit de tristes gammes qu'un piano pleurait dans la nuit. Gamme, vieille gamme, ensemble, enfants, nous vous cherchâmes, son mari m'a fermé sa maison, dig-don-den, son mari m'a fermé sa maison, dig-don-den, Quand ce jeune homme rentra chez lui, il mit le nez dans sa belle âme où fermentaient des tas d'ennuis. Âme, ma belle âme, leur huile est trop sale pour ta flamme, puis nuit partout, l'or à quoi bon? Dig-don-den, puis nuit partout, l'or à quoi bon? Dig-don-den, Quand ce jeune homme rentra chez lui, il vit que sa charmante femme avait déménagé sans lui. Dame, Notre-Dame, je n'aurais pas un mot de blâme, mais t'aurais pu me laisser le charbon. Dig-don-den, mais t'aurais pu me laisser le charbon. Dig-don-den, Lors ce jeune homme aux tels ennuis, alla décrocher une lame qu'on lui avait fait cadeau avec l'étui. Lame, fine lame, soyez plus droite que la femme. Et vous, mon Dieu, pardon, dig-don-den, et vous, mon Dieu, pardon, dig-don-den, Quand les croque-morts vinrent chez lui, ils virent que c'était une belle âme, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Âme, dors, belle âme, quand on est mort, c'est pour de bon, dig-don-den, quand on est mort, c'est pour de bon, dig-don-den. Il y a chez Laforgue effectivement un goût très marqué pour les ritournelles, les rengaines, les refrains populaires. Mais pour autant, il n'est pas de ces écrivains qui vont dans ce sens résolument. Il s'en explique très bien d'ailleurs dans un compte-rendu qu'il a rédigé lui-même d'ailleurs des complaintes publiées dans La République française en 85, donc au moment de la parution du volume. Il s'en explique très bien. Il montre bien qu'il y a effectivement cette... Signé par un autre. Voilà, signé par un autre, mais ça, il en est l'auteur, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et bon, je crois que là-dessus, il était assez avisé. Donc, il montre bien en effet que cet apport de la poésie des rues, de l'orgue de Barbarie, de ces ritournelles, tout ce fond finalement populaire, encore une fois, émane, si vous voulez, de ce réel immédiat, de cette musique immédiate qui nous émeut, qui nous traverse, qui nous émeut. Mais il la décale, si vous voulez, il la transporte dans l'espace du poème pour en faire quelque chose d'autre. Et c'est surtout cela qui est intéressant, c'est le passage, si vous voulez, d'un espace d'énonciation et de réception à un autre. Et la poésie savante telle qu'il la réalise, qui est aussi destinée, bien sûr, à la réception par la voix de l'écrit. On a beaucoup écrit sur l'oralité, à juste titre d'ailleurs, des poésies de Laforgue, mais
il faut bien considérer que c'est d'abord de l'écrit. Donc il décale, il transporte, il greffe. Alors ça provoque évidemment dans le texte des télescopages inouïs. Vous en avez par exemple dans les complaintes, vous avez des mots tels que violupté par exemple. Bon, alors dans la complainte des nostalgies préhistoriques, oui voilà c'est ça, violupté à vif. Ce qui est intéressant c'est ce qui suit, violupté à vif. Et c'est très précisément cet effet d'attraction entre violupté et vif qui motive, pour ainsi dire, hein, qui appelle le glissement de volupté à violupté. Il est évident que c'est l'écrit qui organise cela, si vous voulez. C'est la séquence écrite. Complainte de l'oubli des morts. Mesdames et messieurs, vous dont la mère est morte, c'est le bon fossoyeux qui gratte à votre porte. Les morts, c'est sous terre, ça n'en sort guère. Vous fumez dans vos bocs, vous soldez quelque idylle. Là-bas chante le coq, pauvre mort hors des villes. Grand-papa se penchait là, le doigt sur la tempe. Sœur faisait du crochet, mère montait la lampe. Les morts, c'est discret, ça dort trop au frais. Vous avez bien dîné, comment va cette affaire? Ah, les petits morts-nés ne se dorlotent guère. Noté d'un trait égal au livre de la caisse entre deux frais de bal, entretien tombe et messe. C'est gai, cette vie, hein, mamie, au guet? Mesdames et messieurs, vous dont la sœur est morte, ouvrez aux fossoyeux qui claquent à votre porte. Si vous n'avez pitié, il viendra sans rancune vous tirer par les pieds une nuit de grand lune. Importun vent qui rage, les défunts, ça voyage. Pour moi, il est l'égal de Rilke dans les cahiers de Malte-Brygge. Quand Rilke parle de la souffrance, de la douleur, glisse le long des murs des hôpitaux et s'interroge. C'est donc ici que les hommes, je crois la phrase, les hommes viennent pour mourir. Et on a l'impression que Laforgue, c'est ce passant qui longe les murs de l'hôpital et qui regarde les chambres, l'éclairage jaune des chambres de malades, et qui très tôt comprend que sa place est là. Et là, dans ces cas-là, il n'y a plus cet humour et qui voit le lieu où s'exacerbe, où se guérit éventuellement la souffrance. Et là, moi quand je lis ça, je pense vraiment à Rilke découvrant Paris. Parisien, il l'est encore dans sa manière de parler des boulevards, de la foule. Il y a une phrase très, très simple que j'ai notée. C'était l'autre soir. Je vaquais par le boulevard avec les allures graves qui me caractérisent. 8 heures venaient de sonner à la Sorbonne. Tout dormait dans le vieux Paris. Et je trouve que tout est dit là, avec une grande simplicité, une grande modestie, beaucoup de pudeur. Et puis il y a quand même une tenue de la langue qui me paraît quasiment exceptionnelle. J'ai sous les yeux l'alcool, les cuivres chauds des alambics, les bières, l'opale des crachats et le plomb des réveils. C'est magnifique, ça. Est-ce que j'ai dit qu'il n'était jamais morbide? Non. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Parce qu'il parle de la mort, il parle de la maladie, il parle de la souffrance, mais toujours avec un air une ritournelle comme ça, une manière de danser en rond autour du totem de la réalité. Paul-Louis Rossi. Il y a une chose évidemment qui
par rapport à cette idée de la modernité dont il faudrait reparler. C'est quand même le goût de Pound, d'Ezra Pound pour Laforgue, qui, moi, m'a toujours stupéfié et surpris, quoi. C'est-à-dire que je pense que Pound avait vu... Eliot, oui, bien entendu. Oui, j'avais oublié, effectivement, chez Eliot. Je pense qu'ils avaient vu quelque chose qui est, effectivement, je dirais, définé, ou quelque chose qui est le poème, ce qu'on appelle le poème, mis dans la page, quoi. C'est-à-dire non seulement un jeu syntaxique, non seulement une mise en vers et en rime un peu cocasse, ou un peu décalée, ou déhanchée, comme vous avez dit, mais l'idée que ça doit se voir aussi, qu'il y a presque une graphie, et qui est une idée presque idéogrammatique, quoi, du poème. Ce avec quoi je serais assez d'accord, moi. Donc c'est vrai qu'on peut l'intégrer à une modernité. Et puis quand même, il a effectivement pratiquement côtoyé Rimbaud, quoi. Hein. On dit qu'il est allé voir Mallarmé, mais c'est pas seulement aller voir Mallarmé. Ça voulait dire quand même qu'il fait partie du complexe poétique central. Il y a eu l'amitié, Jean-Jacques Lefrère, avec Paul Bourget. Oui. Et ce qui surprend beaucoup aujourd'hui, c'est l'admiration qu'a toujours eu Laforgue pour l'œuvre de Bourget. Mais pourtant, Laforgue l'admirait beaucoup. Oui, c'était un fin critique à l'époque, quand même. Ah oui, les écrits de critiques comptent presque... D'ailleurs, c'est presque ceux qui subsistent de lui, quoi. Les écrits qu'il a fait sur Sainte-Beuve, Dumas et autres, ça, c'était... Laforgue l'a admiré, et surtout, Bourget a eu pour lui un rôle essentiel dans sa vie. C'est par lui que Laforgue a eu ce poste tout à fait inespéré de lecteur de l'impératrice Augusta. Mais ce sont ces années-là, 1881, 1883, on a quand même un écrivain, un poète, Laforgue, qui pense son œuvre à venir. Il tente un Faust et il écrit les complaintes, mais il pense. Oui. Ah ben, il a plusieurs chantiers parallèles. Hein. Il pense à la poésie, il pense au roman même. On a retrouvé des ébauches de romans, pièces de théâtre, des traductions. Raté, le fameux roman. Oui, le fameux roman Raté, dont on n'a que des fragments. En fait, il se voit comme homme de lettres. Hein. Pour lui, le séjour chez l'impératrice Augusta, c'est un moyen de gagner sa vie et de préparer son œuvre, donc en lisant, en écrivant et en espérant revenir à Paris avec des œuvres. Et effectivement, quand on pense qu'il est mort à 27 ans et quand on voit les 3 énormes volumes de ses œuvres complètes, on se dit qu'il a quand même beaucoup écrit. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup et qui lit beaucoup. Et qui discute beaucoup, car à Berlin, il a retrouvé un petit milieu francophone avec les deux musiciens, les frères Isaïe, qui lui font découvrir aussi la musique, qui va jouer un rôle important dans sa vie. Et puis il garde à Paris des contacts. En fait, à Berlin, il n'a jamais cessé de vivre à Paris. On ne le voit pas du tout se mêler au milieu berlinois. Il parle à peine l'allemand et l'apprend à peine. Et il vit un peu enfermé dans sa chambre entre 2 séances de lecture à l'impératrice, à écrire et à lire. Et 5 ans passent. Et on conçoit que dans ces conditions, le spleen ait été un élément majeur de sa vie. Malgré le conseil de ses amis qui lui disaient de rester à Berlin, où il avait le vivre et le couvert assurés, mais il allait se marier, il dépérissait à Berlin, donc pour lui il n'y avait que Paris et la vie littéraire parisienne qui comptait. Il l'a fait, il l'a connu quelques mois et est mort. C'est d'ailleurs assez poétique de cette démarche, c'est que quand on est à l'Allemagne, quand on est français, apprendre l'anglais, c'est déjà très particulier. Et ça a été, c'est une belle histoire d'ailleurs, leur rencontre. Mallarmé a bien épousé une Allemande alors qu'il parlait l'anglais. Alors qu'il apprenait l'anglais, oui. C'est vrai. Oui. Il n'a jamais vraiment bien parlé anglais, pauvre Mallarmé. Mais donc cette rencontre a lieu là-bas, elle est assez romantique. Et en fait, Jules Laforgue a rencontré son équivalent féminin. Pratiquement. Tout ce que l'on sait, le peu que l'on sait de Léa Ly montre qu'ils étaient assortis l'un pour l'autre, puisque finalement aussi peu fait pour la vie l'un que pour l'autre, et leur destin va se rejoindre pour finir pratiquement en même temps, car l'une mourra quelques mois après l'autre de la même maladie de tuberculose. Complainte d'un certain dimanche. Elle ne concevait pas qu'aimer fût l'ennemi d'aimer. Sainte-Beuve, volupté. L'homme n'est pas méchant,
ni la femme éphémère. Ah, fou dont au casino battent les talons, tout homme pleure un jour et toute femme est mère. Nous sommes tous filiales, allons. Mais quoi, les destins ont des partis pris si tristes qui font que les uns loin des autres l'on s'exile, qu'on se traite à tort et à travers d'égoïstes et qu'on s'use à trouver quelque unique évangile. Ah, jusqu'à ce que la nature soit bien bonne, moi je veux vivre monotone. Dans ce village en falaise, loin vers les cloches, je redescends dévisagé par les enfants qui s'en vont faire bénir de tièdes brioches, et rentré, mon sacré cœur se fend. Les moineaux des vieux toits pépillent à ma fenêtre, ils me regardent dîner sans fin, à la carte. Des âmes d'amis morts les habitent peut-être. Je leur jette du pain, comme blessés, ils partent. Ah, jusqu'à ce que la nature soit bien bonne, moi je veux vivre monotone. Elle est partie hier, suis-je pas triste d'elle? Mais c'est vrai, voilà donc le fond de mon chagrin. Oh, ma vie est au pli de ta jupe fidèle. Son mouchoir me flottait sur le rein. Seul, le couchant retient un moment son quadrige, en rayon où le balai des moucherons danse. Puis vers les toits fumants de la soupe, il s'afflige. Et c'est le soir, l'insaisissable confidence. Ah, jusqu'à ce que la nature soit bien bonne, faudra-t-il vivre monotone? Que Dieu en éventail, en ogive ou d'inceste, depuis que l'être espère ont réclamé leurs droits. Au ciel, les yeux pourrissent-ils comme le reste? Oh, qu'il fait seul, oh, fait-il froid? Oh, que d'après-midi d'automne à vivre encore! Le spleen, eunuque à froid sur nos rêves, se vautre, or ne pouvant redevenir des madrépores. Ô mes humains, consolons-nous les uns les autres, et jusqu'à ce que la nature soit bien bonne, tâchons de vivre monotone. Pour moi, c'est quelqu'un qui existe et qui monte la rue d'Alray. Nous sommes où je le rencontre, où je le reconnais, où je n'ose pas l'aborder, mais qui suit son chemin, habillé de gris, un peu distant et en même temps proche des gens, et qui disparaît là, au moment où la rue d'Alray pour aller vers la place. C'est quelqu'un qui lance des cailloux en demandant aux autres poètes de le suivre son exemple, de le rejoindre. Mais il est mort, et est-ce qu'on peut parler aux morts avec des morts? Probablement que oui. Je crois que Laforgue, c'est un des rares poètes qui, pour moi, a dépassé ce jugement. Il est mort, mais il est encore vivant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il peut encore écrire de nos jours sur la situation dans la ville. Il suffit de remplacer les tramways par les autobus, ou les autobus par les tramways, et on a Laforgue des années 2000. On se demande s'il ne nous a pas joué un tour, si à force d'ironiser sur la vie, il n'a pas réussi ce miracle, être quasi immortel, quoi. Et ça, il le saura tant qu'un jeune homme regardera le ciel en se posant des questions sur pourquoi suis-je là, qu'est-ce que je fais ici sur Terre. Question que nous nous sommes posées, Mathieu, il y a des années, quand on avait 15 ans, 16 ans. Et on a la sensation qu'il fait le lien entre la réalité, je dis pas le réel exprès, entre la réalité et une sorte d'état de grâce qui tient
tient, qui est un peu onirique, mais qui n'appartient qu'à lui. Et oui, on le voit avec sa redingote remonter les rues de Paris. Vous pensez qu'il va sonner, là? Oui, frapper à la porte. Oui. Reconnaissance à Jules Laforgue avec Jean-Jacques Lefrère, Henri Sépi, Paul-Louis Rossi, Franck Venaille. Lecture Sarah Chomette. Archivina Philippe Chaligné. Coordination Marianne Chassor. Prise de son Marie-Dominique Bougot. Mixage Jean-Richard Dufour. Réalisation Anne Fleury. La biographie de Jules Laforgue par Jean-Jacques Lefrère est publiée aux éditions Fayard. Poétique de Jules Laforgue par Henri Sépi au PUF. Les œuvres complètes en 3 volumes de Jules Laforgue sont publiées par les éditions L'Âge d'Homme en Suisse. Certains titres sont disponibles dans les collections Folio et Poésie Gallimard. Sa poésie, c'est comme la balle d'un enfant qui roule dans une pièce au milieu des adultes. Et l'enfant tout rouge s'excuse et vient récupérer son jouet. Pour moi, Laforgue, c'est ça. Le rouge au front. Oui, le rouge au front. Le rouge. Peut-être de la honte.